Apprendre à se connaître, franchement, c'est cool. Tu découvres tes mécanismes, tu découvres tous tes automatismes qui te pilotent dans l'ombre. Maintenant, une vie humaine, c'est aussi une vie d'interaction, de relation. C'est pour ça que j'ai une invitée de marque aujourd'hui. Enfin, de Fabien plutôt. Oui, oui, moi c'est Fabien. Et aujourd'hui, on va parler du coup de relations. On va inaugurer la playlist sur la communication et les relations depuis nos 10 ans de couple. Donc on se retrouve pour en parler après le générique. Fabien, allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de te réveiller. Et oui, ça fait 10 ans qu'on est en couple. 10 ans déjà. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Bon, ça fait beaucoup. En même temps, il y en a qui sont 20, 30, 40 ans ensemble, et même plus. Hein. Mais 10 ans déjà, waouh, moi ça me paraît juste énorme. Et de notre côté, on s'est dit que c'était vraiment, qu'on avait vraiment des choses à partager là-dessus en fait. On a commencé à accompagner des gens sur ce sujet, on fait des immersions ici à la maison, bien-être, couple et tout ça et tout ça. On t'en reparlera éventuellement, mais c'est pas le sujet du jour. Simplement, c'est de se dire que on a capté un certain nombre de trucs, juste qui nous ont aidés déjà dans la relation, mais genre énormément. Oui. Ça a tellement fluidifié la relation, ça a pacifié la relation qu'on s'est dit, bon, on va en parler quoi. Ça fait plus d'un an et demi que j'ai envie de faire ces vidéos et ces playlists sur communication en relation, et je ne l'avais pas encore fait jusqu'à présent, parce que ça avait besoin de mûrir, parce que ça avait besoin de maturer. Il y a une sorte de timing divin des fois, enfin tout le temps, et là c'est le moment puisqu'on le fait. Donc déjà on peut revenir sur nos 10 ans pour introduire, qu'est-ce que t'en penses, pour introduire ces sujets, cette playlist de communication et relations. Ouais. Bah quoi? Tu peux me poser la question. Quelle est la question? Comment, toi, avec le recul, du coup, comment tu vois cette évolution des 10 ans? Il s'est passé plein de choses. Ouf. Et ouais. Alors, en même temps, il s'est passé plein de choses, et en même temps, j'ai l'impression que ça fait pas si longtemps que ça. Mais de comment je vois la chose, c'est que quand on s'est rencontrés, on avait 21 ans. Et à 21 ans, on était un peu teubés quand même. Enfin, je dis ça par rapport à quand je compare à maintenant, et que même malgré ça... Parce que maintenant... Parce que maintenant, to the et que même avec ça, on a réussi... donc parfois, on s'éloignait un petit peu, parfois on avançait comme ça, parfois on était main dans la main, on avançait vers la même direction, tout ça. Et je vois qu'il y a beaucoup de chemin parcouru, et je me rappelle encore d'une phrase que je sais pas si je t'avais dit. Enfin bref. Et genre il y avait la période de la relation où c'est tout beau, on est parfait, on fait plein de cadeaux, plein d'attentions et tout, et il y a un moment donné où du coup ça y est plus. Et moi j'avais sorti la phrase « Mais Fabien, t'étais pas comme ça avant !» D'un coup, pouf, tu tombes du paradis, là. Ouais, sympa. Et voilà, même après cette phrase, 10 ans plus tard, c'est toujours là. Bah ouais, et moi franchement, j'ai eu plein de doutes. Je me suis jamais dit que je serais en relation 10 ans. Enfin, en fait, j'en savais rien, j'en sais foutre rien. On ne sait pas, en fait. On ne sait pas combien de temps dure une relation, et les gens ont beau se marier. Tu peux pas savoir si tu seras tout le temps, toute ta vie avec la personne. Il y a une forme de lâcher prise à cet endroit-là. Même nous, on le sait pas. Hein. Donc on sait pas, mais pour l'instant, on est toujours ensemble. Et c'est surtout qu'à un moment donné, il y a vraiment eu, moi, depuis quelques années, j'ai senti qu'il y a un truc qui s'est de plus en plus renforcé. Ouais. Quand on a commencé à être dans cette démarche de connaissance de nous-mêmes, c'est pour ça que je t'en parle aussi, que c'est dans la continuité des pas naissances, c'est que quand je me connais mieux, je sais ce qui me régit dans l'ombre, je connais mes mécanismes, je peux en parler à l'autre peut me parler de ses mécanismes, de son fonctionnement, on commence à s'ouvrir à un espace de vulnérabilité dans lequel on peut se rencontrer, parce que c'était un espace dans lequel avant on ne se connaissait pas nous-mêmes, donc forcément qu'on ne pouvait pas le partager à l'autre. Ouais. Et dans cet endroit-là, ça commence à nourrir ça ouvre beaucoup de richesses en fait. Et du coup, ça ouvre aussi à une façon plus intelligente d'entrer en relation. Puisque si je me rencontre à l'endroit de mon ego et de mes automatismes, je peux amadouer et m'apaiser dans cet endroit. Si je suis apaisé et un peu plus ouvert, du coup, la relation, elle peut être beaucoup plus vivante et beaucoup plus souple et détendue, et ça peut ouvrir à plein de choses. Ça peut ouvrir à créer des vidéos notamment. Ça n'aurait été jamais le cas avant, parce qu'on a quand même des fonctionnements très différents. Et pour autant, il y a des choses fluides qui s'ouvrent avec des projets, avec des choses. Il y a des choses qui émergent en fait de ça, parce que
ce travail de connaissance de soi amène à une forme de détente aussi. Ouais, je me rappelle encore où c'était le premier endroit où on a emménagé ensemble, enfin le tout premier mois. Et moi, je piquais des dramas d'un coup, mais du coup, je savais pas que c'était un des mécanismes de mon énéatype et tout, je comprenais pas tout ça. Ouais. Et que du coup, je sais pas, il y avait peut-être aucune raison valable, comme à chaque fois des pics émotionnels, mais ça, c'est pas le sujet. Et que du coup, je m'effondrais comme ça dans la cuisine, et je pleurais. Et Fabien comprenait rien à ce qui se passait, il était même verrouillé. Il était genre... Oh, qu'est-ce que je fais? Et toi, t'étais Mais au ça bout n'a de ta pas de vie. sens. Et moi, j'étais au bout de ma vie. Donc, si vous voulez en savoir plus, il y a la vidéo à cœur ouvert où du coup j'explique mon où j'explique un peu comment je vis ma Ta vie, catritude. ma catritude, mon unicité. Et donc, il se passait ces dramas-là qui causaient beaucoup de mal, donc à moi, parce que je voyais qu'il comprenait rien, et lui, parce que du coup, il était désarmé devant autant d'émotions exprimées, alors qu'il n'avait jamais expérimenté autant d'émotions d'un coup. Et après, j'ai découvert l'énéagramme, et après, j'ai découvert cette histoire de drama, et j'ai fait « Ah, ok !» Et après, quand j'ai compris ces histoires de drama et de, en fait, c'est plein d'émotions qui arrivent et tout, et que quand ma vie est trop banale, et bah, du coup, je trouve la moindre petite poussière sur un meuble pour en faire toute une histoire. En gros, c'est ça le drama. Se noyer dans un verre d'eau. Voilà, dans une flaque même. Et justement, c'est là à Fabien où j'ai dit, là, écoute, je suis fatiguée. Tout ce que tu vas pouvoir me dire, je vais mal le prendre. Donc, laisse-moi tranquille. C'est comme tout ce que tu pourras dire pourra te retourner contre toi. Donc, oui, et amplifier. Hein. Amplifier au centuple et tout. Et en fait, dès que j'ai compris ça, déjà, j'ai pu lui expliquer. Et déjà, moi, d'abord, j'ai compris. Et du coup, ça fait... Ah, d'accord. Du coup, apaisement. Ça y est, j'arrive à mettre des mots sur un truc qui se passe. J'arrive à le comprendre. Et du coup, en plus, je peux lui expliquer. Et du coup, là, ça... Il voit quand je commence à être dans mes agitations, soit il est là en support, il fait t'as envie qu'on en parle? Parce que parfois, juste j'ai envie de vider mon sac. Ou alors, il me dit ça va? Ou alors, juste il dit rien et il va s'enfermer de son bureau et il me laisse. Parce que c'est ce que j'ai besoin. Et puis parce que j'ai pas toujours les moyens non plus, et que quand j'ai pas les moyens, il vaut mieux pas que j'essaye, parce que si j'essaye de faire de l'empathie quand j'en ai pas les moyens, ça fait de la pseudo-empathie, ça donne rien en fait. Donc y a pas, c'est là où t'as beau avoir conscience des mécanismes, t'as beau voir clair dans le jeu de l'autre ou du tien, ça veut pas dire que t'as les moyens. Il y a plein de moments où j'ai pas les moyens, et il y a juste c'est ce fameux à l'impossible nul n'est tenu. Et à un moment donné, il y a un aveu d'impuissance, et là j'aimerais bien qu'on puisse dialoguer, j'aimerais bien pouvoir t'accueillir dans ce que tu vis, j'aimerais bien pouvoir moi-même m'accueillir, mais je peux pas, j'arrive pas, je fais le deuil. Et c'est important aussi, parce que sinon on se met toujours la pression de il faut que je sois présent pour l'autre, il faut que je soutienne, il faut que je sois un support, mais c'est pas toujours possible. Et quand moi j'ai capté ça, j'ai dit à Fabien, non, attends, il faut que je m'enferme, que j'aille pleurer, et du coup je vais pleurer, faire c'est pas juste, et après je reviens là, c'est bon, je suis prête à parler. C'est bon, on peut en parler maintenant. Yes. Et ce que je voulais faire aussi dans ces vidéos, c'est que c'est pas de faire des vidéos théoriques sur les relations, sur l'énéagramme, c'est qu'en fait on te parle de nos c'est qu'on partage de notre expérience du quotidien, de toutes les pépites qu'on a chopées ça et là, alors dans des modèles théoriques aussi, dans l'énéagramme qui a été ultra précieux dans la relation, on va se le dire, mais dans la CNV aussi, dans le MBTI. Le MBTI aussi, mais en dehors des modèles également, c'est-à-dire que le quotidien est riche de notre expérience, et ça veut rien dire ça, non? Et du coup, vraiment, il y a plein de choses que j'ai envie de te partager dans ces vidéos, qu'on a envie de te partager, et que du coup, on ne sait pas combien il y en aura de ces vidéos, si elles sont sous format ou pas, peu importe. Mais elle est vraiment là pour marquer d'une pierre blanche et inaugurer ce thème des relations et de la communication qui me tient vraiment à cœur, parce que je me suis souvent dit que je me suis jamais estimé expert du sujet, je me suis jamais estimé coach relation ou je sais pas quoi, c'est un peu de choses, je me dis jamais, c'est pas mon talent spécialement. Puis plus le temps passe, plus je me dis putain, mais si, j'ai des trucs à raconter sur le sujet, mais bien sûr que j'ai des choses à dire. Je me rends compte qu'en fait
il y a plein de gens qui vivent des relations dysfonctionnelles, et c'est ça aussi qui me pousse, c'est que je vois tellement de gens qui sont dans des relations de merde, dans des relations toxiques, dans des relations dans lesquelles ils se pourrissent la vie, que je me dis, mais moi je sais qu'avec 2-3 pépites, là, ça peut leur changer la vie. Donc j'ai cette envie de contribuer, de filer des trucs, de donner des pépites, et puis après, tu pioches, quoi. Tu sais, c'est comme le pommier. On fait plein de pommes. Prends les pommes qui te font du bien, selon ton niveau de faim, selon ton amour des pommes aussi. Et puis tu fais ta tambouille, quoi. Tu fais ta tarte aux pommes ou ta compote, peu importe. Mais nous, on est là pour te partager des pépites issues de notre expérience. C'est pas parole d'évangile. C'est pas, ça n'a rien d'une vérité universelle. On te partage humblement notre expérience. Et on t'en reparlera. On a fait un atelier dans lequel on te partage nos principales pépites, mais on t'en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Moi, j'ai d'abord une question pour toi. Parce que moi, j'ai parlé de moi, mais toi, les 10 ans de relation, de où t'es parti et où t'es maintenant, tu vois, avec le regard d'aujourd'hui, de où t'as commencé. 10 ans, c'était effectivement 21 ans. C'était études de... C'est fait quoi comme année, ça? 2014. Donc, c'était encore études de kiné. J'étais bien conscient de mon fonctionnement. C'était l'époque où j'étais à fond dans le développement personnel, à fond dans les bouquins, à essayer de me changer, à essayer de te changer. Surtout moi. Moi autant que toi. À essayer de coller un idéal, à vouloir ce que tu colles un idéal. Je t'envoyais tous les jours, j'envoyais des articles sur Messenger pour qu'elle lise des articles, pour qu'elle s'améliore, qu'elle s'optimise. Avec le recul, c'est waouh, quoi. Et évidemment, ça ne fonctionnait pas. Du coup, j'étais frustré. Et puis, ce qui a vite évolué, après on a habité ensemble quelques années après. Et moi, au fil des 10 ans, vraiment, le ressenti que j'en ai, c'est que la connexion s'est renforcée. C'est qu'au début, j'avais vraiment l'impression d'une étrangère. Bon, après, c'est normal, au début, on se connaît pas dans la relation, on apprend à se découvrir. Puis en plus, on se découvrait nous-mêmes. Donc, on était jeunes, on se découvre nous-mêmes. Donc il y a aussi cette maturité naturelle de l'humain. Mais après, nous, on a aussi sciemment cherché l'énéagramme, à les trifouiller au fond de nous-mêmes, je sais pas, mais en tout cas, on a trifouillé nos taches aveugles, notre pathos, nos traumas, nos machins. Donc on a gagné en souplesse à cet endroit-là, en tout cas. Et au début, moi, tu me paraissais étrangère, en fait, froide, un peu un ovni, un être que je comprends pas trop. Je te voyais, enfin, vraiment, il y avait un truc de... c'était tellement différent de mon fonctionnement que j'estimais que c'était pas ok. Du coup, il fallait absolument que je l'améliore mais viens, moi, dans mon monde, c'est trop bien. Et après, avec les années, je me suis rendu compte de... Ça a mis du temps, hein, parce que j'étais con. Hein. J'étais vraiment teubé. Ça m'a mis du temps à réaliser la valeur des émotions, de la vulnérabilité. Et tu m'as ouvert à cette partie de moi qui était ultra présente malgré tout. Les émotions, enfin, je ne savais pas que j'étais centre émotionnel. Moi, je me pensais extrêmement mental, et c'est pas faux. Mais j'étais loin d'imaginer que les émotions prenaient une telle place, parce qu'il y avait un tel mensonge à moi-même. J'étais tellement focus sur mes trucs, sur la performance, sur le dev perso et sur surtout qui je voulais devenir, que j'étais pas du tout présent à qui j'étais. Et du coup, dans la relation, je me suis découvert, et après j'ai appris à te découvrir, à te rencontrer, et je mesurais la chance de pouvoir t'avoir dans la relation, de pouvoir avoir cette qualité de présence et de profondeur dans la relation. Je le mesure d'autant plus que j'entends et je vois des gens qui sont en relation, et moi je me dis, mais putain, mais quand moi je me dis que t'es casse-couille, c'est pas souvent, mais je me dis, mais putain, mais la plupart des gens qui sont en relation, mais les gens ils ont l'air d'être avec des nanas vachement pénibles, en fait. Moi je me dis, mais putain, j'ai de la chance, elle est tellement, et je le dis souvent du coup, mais t'es tellement pas casse-couille, tellement simple à vivre sur plein de trucs. Je me dis, putain, mais waouh. Du coup, je réalise ma chance. Et ce qui est super précieux, c'est que du coup, avec les années, on peut discuter de plus en plus de plein de sujets qui sont des tabous pour plein de gens, en fait. Il y a plein de sujets qui sont malheureusement des tâches aveugles, comme la fenêtre d'Overton, qui socialement est des sujets desquels tu peux pas parler. Si tu commences à parler d'esclavage, d'enfants, bref, des sujets qui sont juste pédophilie ou Hitler, voilà. Bref. Ce genre de mots suffit à être détecté par YouTube pour striker une vidéo. Hein. Donc,
il y a des sujets comme ça qui sont pas ok dans la société, et du coup, dans un couple, c'est pareil, il y a des sujets qui sont pas un sujet. Et nous, avec les années, j'ai l'impression qu'on diminue de plus en plus. Il y a toujours des sujets qu'on discute pas forcément, mais la fenêtre se réduit, on parle de tellement de trucs, de quasiment tout, de ce que l'on peut vivre, et du couple et machin, que du coup, on a la possibilité d'être à cœur ouvert. Ouais. Là où il y a des gens dans la relation, ils ont besoin de garder une forme de posture de masque, genre dans un truc de il faut que je continue de séduire ma compagne, de me mettre en posture haute. Et on est toujours dans la stratégie, dans le truc de vouloir maintenir un certain... Enfin, on veut défendre quelque chose, on veut défendre un personnage, du coup on lâche pas, du coup c'est l'ego qui est en relation, c'est l'ego qui est dans la relation, et on peut pas rencontrer l'autre à cet endroit-là, du coup. Donc moi, je me rends compte qu'avec les années, j'ai lâché ça de plus en plus pour pouvoir entrer en relation avec toi, même si même dans les endroits où je me plains, même dans les endroits où je suis faible, même dans les endroits où je me sens impuissant, et où c'était grave inconfortable, mais petit à petit, j'ai ouvert à cet endroit-là, je dépouille, et donc clairement, au bout de 10 ans, j'en ai fait du chemin. Et je vois que vraiment, à mesure que j'ai lâché ça, et que le lien, je le sens se renforcer, je sens qu'on a un niveau d'intimité qui est super fort. Et oui, un dernier truc, là où je m'imaginais qu'avant, l'amour dure 3 ans, je me disais, putain, il y avait cette phase, oh là là, c'est nul, machin, enfin, on s'est éloigné, on est moins ensemble, on dissonne un peu, on a des voix divergentes et tout. Ça fait partie des phases du couple, et ça aurait pu péter, mais ça n'a pas pété. Et comme à Tahiti, et ou à Hawaï, je sais plus. Et toujours une petite blague, hein. Mais du coup, les blagues me font perdre mon fil, c'est ça le problème. Mais du coup, quand tu fais tes vidéos tout seul, tu fais pas autant de blagues comme ça. Je sais plus. C'est à cause de moi. Ouais, je crois. Hein. Bref, du coup, il y avait des dissensus à des moments, des dissonances, et j'ai réalisé qu'en fait, le couple peut se renforcer avec l'âge, et avec l'expérience, la maturité, en fait, on peut arriver à un endroit dans lequel on construit une vraie équipe, et on est ensemble. Ouais. Et on est partenaire, on est amant, on peut être associé, on peut être ami. En fait, on peut cumuler les rôles dans le couple. C'est pas obligatoire, mais nous, c'est ce qu'on constate. Il y a quelque chose d'une forme de vision commune, enfin en tout cas de chemin commun, et d'une forme de coopération et de collaboration. On en reparlera, versus la confrontation où les gens peuvent s'estimer il y a moi et ma femme, et il y a un truc de je dois toujours gagner son attention parce qu'il faut qu'elle reste avec moi, parce que en fait on rentre dans des jeux pas très intéressants de mon point de vue. C'est des trucs que je dis souvent, c'est dans la relation, il y a des jours où tu me... Casse les couilles. Tu me casses les couilles, j'en peux plus de toi, je veux pas être avec toi. Et il y a des jours où je suis trop amoureuse, quoi. Et c'est ça qui fait partie de la vie. Je crois que c'est normal, hein. Et que du coup, c'est pour ça qu'on a fait cette vidéo, c'est pour vous parler des 4 principes qui nous permettent d'avoir une relation épanouissante. Ouais, parce que avec ce que tu dis, c'est si dans une relation, je passe plus de temps à que l'autre me casse les couilles, et que je passe plus de temps à essayer de faire marcher la relation que à la kiffer et être amoureux, c'est qu'il y a un problème. Donc l'idée de ces 4 principes, c'est d'augmenter le temps dans la relation, la quantité, la proportion de moments où tu kiffes la relation et t'en profites, et minimiser le temps où tu es en train de réparer, d'essayer de corriger, d'améliorer. Parce qu'il y a des gens qui passent 80-90% du temps dans une relation dysfonctionnelle à essayer de faire marcher le truc, qui boite, qui marche pas, c'est du bricolage. Vas-y, je te laisse commencer, premier principe. Oui, c'est moi qui commence. Premier principe, on va parler de la demande vs l'exigence. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Moi, j'ai compris. Ça en fait partie, mais c'est pas ça. Et c'est vraiment ça, le truc ? Ouais, c'est ça. Ok. C'est l'intention. On recommence. Phénomène. Premier principe, donc je vais parler de l'intention. Enfin, nous allons parler de l'intention. De l'intention qui peut être soit de volonté, soit de relation. Intention de relation, c'est est-ce que j'ai envie de nourrir le lien ? Ou de volonté, est-ce que j'ai envie que l'autre fasse quelque chose ? Est-ce que j'ai envie... est-ce que j'ai une exigence qu'il atteigne quelque chose ? Est-ce que tu peux préciser ? L'intention de relation, c'est quand je suis vraiment dans une dynamique de vouloir nourrir le lien.
C'est important pour moi de valoriser le lien, de valoriser cette corde relationnelle qui nous lie, parce que dans le couple, il y a toi, il y a moi, et il y a la relation, on est trois, c'est même sans bébé. Et c'est prendre soin du lien, en fait. Là où dans l'intention de résultat, je veux que tu fasses la vaisselle, je veux que tu sortes le chien, je veux que tu arrêtes de pleurer, je veux que tu sois joyeuse, je veux que tu amènes les enfants à l'école, on n'a pas d'enfants, par exemple. Je veux ceci, je veux cela. L'intention de volonté, c'est un projet sur l'autre, qu'il soit caché ou pas du tout caché. C'est la volonté de transformer l'autre sur l'autel de mes envies à moi, de mes fantasmes à moi. Donc tu te doutes bien qu'il y a une intention qui est très constructive et qui nourrit la relation et qui augmente la probabilité qu'en plus ça se passe bien et que l'autre accède à mes demandes. Et dans un autre cas, dans l'intention de volonté, en fait l'autre il va résister. L'autre il va pas, parce qu'on veut pas être contrôlé. Il va sentir une tension sur le fil, lien. sur le lien, ça va tirer. Et du coup, il va se sentir pas à l'aise inconsciemment. Et c'est ce tirage sur la corde qui va l'effilocher peu à peu. Parce que plus... Tu t'imagines que c'est vraiment deux énergies différentes. Plus je suis dans une intention de relation, plus je vais rajouter des petits fils autour, plus je vais renforcer le lien, qui va devenir un câble, qui va devenir un maillage, qui va devenir fort et costaud, et où on va pouvoir tenir, même avec des gros conflits, des gros désaccords, ça va tenir parce qu'on est là, main dans la main, on est ensemble. Là où, quand on est dans une intention de résultat, encore et encore et encore, de volonté, que l'autre il fasse ceci, cela, on va tirer, ça va effilocher, ça va abîmer, jusqu'à ce que ça tienne à un fil. Et où là, c'est les fameuses relations dans lesquelles tu dis n'importe quoi et l'autre, ça fait une catastrophe, ça fait un conflit du moindre truc. C'est classique avec les ex, avec les divorces, les machins, où ça se passe tellement mal parce qu'il y a quasiment plus de lien. Le lien il existe encore parce que tu es en relation avec quelqu'un, mais c'est extrêmement toxique et c'est la porte ouverte au jeu de pouvoir. C'est horrible en fait, les gens qui vivent ça. Ouais, et ça fait mal au cœur. Et du coup, si par exemple j'ai envie que tu m'aides dans les tâches ménagères, comment je fais ? Tu vas... il s'agit pas de dire il faut que j'ai une intention de relation, mais c'est de checker quelle intention j'ai. Est-ce que je veux à tout prix qu'il fasse la tâche ménagère, donc une exigence. Donc là il faut que tu fais la vaisselle s'il te plaît. Il faut que tu fasses la vaisselle. Donc je vais faire ok, sinon elle me casse les couilles, allez je vais le faire, mais je vais prendre sur moi et ça va me fermer un peu mon cœur, ça va un petit peu abîmer la relation, peut-être pas beaucoup mais ça va abîmer. Alors que si tu te mets dans une intention de relation, tu vas inclure le lien, tu vas expliquer ta demande. En fait, j'aimerais vraiment est-ce que tu serais d'accord de faire la vaisselle, parce qu'en ce moment je suis fatigué, je suis capoute et vraiment j'aimerais vraiment qu'on puisse ensemble contribuer à l'ordre de la maison, et puis moi ça m'apaiserait et ça me rendrait tellement plus disponible pour pouvoir t'écouter ce soir en plus. Donc vraiment ça serait chouette. Il n'est pas obligé d'en faire des caisses, il n'est pas obligé d'en parler pendant 3 plombes. Évidemment, l'idée c'est que ça vienne du vivant, de quelque chose de vrai et du cœur, que ce soit pas une stratégie de manipulation, parce que de toute façon ça marchera pas 2 fois. Donc ça répond. Donc en gros, si tu as une demande à faire à l'autre, que tu checkes ton intention, et le besoin qui est derrière. Ouais, mais d'abord l'intention. L'intention, bien sûr, en premier. Est-ce que t'as, en posant cette question, ou en abordant tel ou tel sujet, est-ce que ton objectif, est-ce que ton intention c'est de nourrir le lien, la relation, ou alors c'est vraiment une exigence ? Si tu fais pas ça, je m'en vais, par exemple. Si tu fais pas la vaisselle, je vais pas être content. Ouais. Et ce soir, il y aura pas de sexe. Et là, on rentre dans des trucs. Ouais. Donc c'est juste à checker. C'est quoi mon intention ? Il n'y a pas d'injonction à avoir une intention particulière. C'est juste qu'il y en a une qui va contribuer à nourrir le lien et une autre pas. Et à long terme, ça fait la diff. Ça fait toute la différence dans la qualité. Et à toi de voir si tu as vraiment envie de nourrir la relation ou pas. Parce que peut-être que c'est une relation que tu n'as plus envie de nourrir et c'est OK d'arrêter la relation et d'arrêter de se faire souffrir l'un à l'autre. Absolument. Il y a des gens qui, par ce biais-là, tu peux conscientiser que tu n'as pas envie de nourrir la relation parce qu'en fait, c'est pas important pour toi, parce qu'en fait, tu n'aimes pas cette personne, tu n'as plus envie d'être en lien. Et du coup, c'est une prise de conscience. Et là, il y a un deuil à faire. Ouais. En fait, j'ai plus envie d'être en relation avec toi. C'est OK. Et après, on parle au niveau du couple, mais c'est également... c'est pareil pour les relations amicales ou toutes les relations, en fait. Tout ce qu'on dit là, c'est évidemment pour la relation de couple, parce que c'est le sujet, mais ça s'applique à toutes tes relations. Donc c'est des grands principes qu'on a posés, quoi. Un autre grand principe, c'est écouter vs entendre. Et je vais même dire entendre vs écouter.
Entendre, c'est genre, j'écoute d'une oreille et en fait, direct, je vais pas te prendre en compte et je vais direct, par exemple, te donner un conseil ou dire ah, mais t'as pas le droit d'être comme ça ou c'est pas logique d'être comme ça. Alors que si tu écoutes, tu es là, présent, t'écoutes avec tes deux oreilles. Hein. T'as deux oreilles et une bouche. Hein. Non, tu veux faire un exemple ? Parce que si je te dis par exemple, Megan, je suis fatigué là, je suis vraiment éclaté. Qu'est-ce que ça donne si tu m'entends seulement ? Bah c'est normal, tu t'es couché tard hier soir. Donc ce soir, tu te couches plus tôt et au moins tu ne seras pas fatigué. Ouais, tu m'as pas écouté en fait. Et si tu m'écoutes, Megan, je suis vraiment fatigué là. Ah, t'es fatigué. Ouais. Et du coup, tu te sens comment ? Fatigué. T'es fatigué. Non, puis je suis blasé parce que j'aime pas être fatigué comme ça. Là, avec la caméra, là, c'est fou. C'est l'énergie et tout. J'ai un peu capoute, ouais. Ouais, t'es capoute. Du coup, t'aimerais quelque chose ? Ouais, j'aimerais me coucher plus tôt ce soir. Ok. Du coup, on se couchera plus tôt ce soir. Ouais. Là, c'est de l'écoute. C'est ça, il y a la reformulation. Je rajoute pas en fait d'autres trucs sur sa table, sur son bureau. En fait, juste je laisse s'exprimer. Après, rien n'empêche que j'apporte quelque chose de nouveau. Ouais. Mais je lui demande est-ce que en fait t'es fatigué parce que t'as pas assez dormi ? Ou alors je lui propose est-ce que du coup t'aimerais te coucher plus tôt ce soir ? Oui, non, ou je sais pas. En fait, t'es ouverte au vivant. Dans l'écoute, t'es ouverte au vivant en moi. Là où quand tu entends seulement, tu veux même poser ta vision de mais tu t'es couché tard, en même temps tu t'attendais à quoi ? Enfin, t'as qu'à te coucher plus tôt, putain. Ouais. Et du coup, tu rentres dans un truc de verticalité où tu t'adresses à l'autre un peu dans une posture haute. Ouais. Et t'es pas alors, on n'est plus dans l'horizontalité dans la relation à cet endroit-là. Et dans l'écoute, ça nécessite d'être comme avec l'animal sauvage, dans un truc d'ouverture totale au moment présent. Et là, c'est ce que tu as fait. Donc, au besoin, tu rewind pour écouter la partie parce que c'était une belle illustration. Suivant ? Ouais, suivant. C'est à ton tour. C'est à mon tour. Troisième principe, coopération versus confrontation. Qu'est-ce que j'entends par là ? Faut vraiment, j'aime bien imaginer avec ces deux doigts-là. C'est que quand je suis dans la confrontation... Dans la confrontation, je lutte contre toi. C'est-à-dire que c'est toi contre moi. Et c'est ce qu'on a dit dans la relation. C'est mais non, mais c'est moi qui ai raison. Non, c'est moi mais non, c'est moi qui ai raison. Mais non, tu dois pas être triste. Tu dois pas être triste. Confrontation, c'est que on n'est pas dans la même équipe en fait. Donc on est dans une lutte. On est dans une lutte et on veut défendre notre beefsteak. On veut défendre notre territoire et on n'est pas. Du coup, ça va avec le point précédent, on n'est pas à l'écoute de l'autre. Ouais. Donc, qui dit confrontation dit forcément lutte et dit égo. Parce que du coup, il y a c'est les après, c'est une. Comment on appelle ça ? Une escalade, une surenchère, une escalade successive d'agressivité, de machin. Ça mène forcément au conflit, à la tension. Et c'est pas forcément une bonne idée. Enfin, la confrontation, on peut éviter la confrontation. Là, je l'emploie vraiment dans le terme où on n'est pas ensemble, on n'est pas en train de co-créer une solution sur un problème qu'on a. On n'est pas dans un conflit qui est sain. On est dans un truc uniquement égotique où c'est moi qui ai raison, c'est qui est le plus fort, c'est qui est le plus intelligent et ça mène à rien. Alors que dans la coopération, on est comme vas-y, viens comme ça. Non, viens en confrontation et après on part en coopération. Et là, on est ensemble, on avance sur le même chemin. Et c'est beau. Et du coup, on co-construit parce qu'on a ce lien qui nous unit, cette corde qui nous unit, et on va tous les deux contribuer à ça. Là où dans la confrontation, en fait, on aurait pu imaginer comme ça, c'est on tire sur la corde, on aurait même pu prendre une corde, mais flemme. Hein. J'ai la corde et je tire, et toi tu tires, et bref, tu vois l'idée, quoi. Alors que dans la coopération, on co-construit cette corde, on en prend soin tous les deux, on met du miel, on rajoute du fil autour et machin. C'est encore une fois c'est une posture intérieure. Et on ne peut pas être dans la coopération, il me semble, si on n'est pas dans l'intention de relation. Tu rajoutes quelque chose ? Non, c'est bon. Ok. Quatrième principe. On va parler de subjectivité assumée versus d'égocentrisme. On va faire ça un peu plus simple, c'est-à-dire que l'égocentrisme, c'est juste quand je suis dans
donc tout ça, ça dit un peu la même chose à chaque fois. J'ai un moustique qui m'a gratté et qui m'a piqué. Ça me gratte. Vas-y, reprends. L'égocentrisme, c'est quand je suis dans ma réalité et j'ai raison en fait. Toi, t'as tort. Moi, je sais mieux que toi. La réalité, elle est comme ça. Tu devrais faire ça. Tu devrais faire comme ça. On est dans cet égocentrisme-là, c'est je suis ok, t'es pas ok. Donc moi j'ai raison, moi j'ai la solution, toi t'es con, toi tu sais pas et machin. Il n'y a que ma réalité qui existe. Ma qui réalité fait loi. et ouais, c'est ça. En fait, ma réalité, elle est mieux que la tienne et tu devrais coller à ma réalité parce que moi j'ai raison, moi je sais plus que toi parce que et là tu mets tous les arguments que tu veux, hein, parce que je suis plus intelligent, parce que je suis plus grand, parce que je suis plus âgé, je suis plus ceci, je suis plus cela, je suis plus riche. Et du coup, tu as une prise de pouvoir basée sur du vent en fait. Là où du coup, la proposition, c'est d'être dans une subjectivité assumée. CF l'énéagramme, CF la connaissance de soi, où je sais de quel endroit je parle, je connais mes biais, je connais mon énéatype, je connais ma structure et ma pente, et je vais expliquer que, et je suis dans une posture dans laquelle je sais que ma réalité n'engage que moi, que c'est mes lunettes, ce sont mes lunettes, ce sont mes lunettes sur la réalité, et je sais que ce sont mes lunettes, c'est mon filtre à partir duquel je parle. Ce n'est pas une vérité absolue. Et du coup, je peux rencontrer l'autre à l'endroit de ses lunettes, à l'endroit de sa réalité aussi. Ouais. Donc, c'est encore une fois nécessaire pour pas... Parce que on peut rien sortir de bon quand t'as quelqu'un qui est là et qui dit moi je sais tout, moi je sais tout, moi je sais mieux que toi t'es con. Ça coupe la conversation, quoi. Tu coupes le lien en fait. Tu coupes direct, tu coupes court. On n'a pas envie de parler avec des gens comme ça en fait. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça ? Non, mais d'où l'intérêt de mieux se connaître, la connaissance de soi avec l'énéagramme et plein d'autres modèles qui permettent du coup de voir ta subjectivité, de voir en fait comment tu marches et comment l'autre marche et de l'assumer et du coup pouvoir l'expliquer à l'autre et voilà. J'aimerais même poser un exemple pour illustrer ça, parce que quand à l'époque justement on disait tout à l'heure je te donnais plein de conseils, je te disais comment t'améliorer et machin, c'était mon biais de 3, en mode la vie est un objectif permanent, il faut s'améliorer, il faut être meilleur, il faut réussir sa vie, tu vois. Et moi je me disais si elle n'est pas en train de lire, si elle n'est pas en train de s'améliorer, elle est en train de rater sa vie. Donc il y avait un truc très dichotomique, un peu stupide, qui faisait que moi j'étais tendu sur ce sujet. Parce que je m'autorisais pas à rien foutre et je m'autorisais pas à glander. Et j'étais sûr d'avoir raison sur ce sujet. Sauf que non, en fait. C'était juste mon prisme sur le réel. Il y a 8 autres prismes sur le réel. Si on prend l'énéagramme, il y a plein d'autres façons de voir aussi. Et rien que ces 9 façons de voir le réel amènent justement à dire ah mais oui, le monde. Si je prends les lunettes de Meg, le monde, le monde, il est beau. Il y a un focus sur le beau, il y a un focus sur l'émotionnel, il y a un focus sur il faut vivre des émotions. Ouais. Et c'est tout aussi valable en fait. C'est tout aussi légitime comme réalité que avoir des objectifs et vouloir les poursuivre. C'est pas mieux, c'est pas moins bien. D'où moi je sais que ça serait mieux de poursuivre un but et machin. Et parce que c'est très facile de rentrer dans une prise de pouvoir comme ça. Et j'en ai vu beaucoup des gens qui sont dans ce truc-là de moi je sais mieux. Et en fait les gens qui sont pas comme moi, les autres énéatypes, ils sont cons parce que c'est un grand classique. Et du coup, quand tu étais coincé dans ton égocentrisme il faut toujours être une meilleure version de soi-même et tout, et qu'il me donnait des conseils, il m'envoyait des articles sur articles, des vidéos, et puis moi, c'est pas le genre de truc que je connaissais pas, et du coup, c'est pas le genre de média qui m'intéressait. Et que du coup, il était pas content, parce que du coup, je lisais pas tous les 36 articles par jour qu'il m'envoyait. Et au bout d'un moment, ça a clashé. Je fais, mais écoute, t'es pas bien comment je suis maintenant, pourquoi tu veux m'améliorer ? Ça veut dire quoi ? Que je suis pas bien ? Et du coup, ça fait un petit déclic, quoi. Et du coup, petit à petit, je crois qu'il a plus fait... Non, de moins en moins, puisque de toute façon, elle ne lisait pas. Donc j'ai renoncé. Puis après, bien après. C'est pour ça, l'énéagramme, c'était mûr. Et après, quand j'ai découvert mon type, j'ai fait, oh putain, d'accord. Oh là là, ça explique pas mal de choses. Parce que autant moi, j'avais capté direct mon énéatype, mais autant Fabien s'était fourvoyé. Moi, j'ai tourné en rond pendant 5 ans. Hein. Je t'en parle en long, en large, en travers sur la chaîne. Tu trouveras si tu cherches les vidéos. Et ça a été éclairant parce que du coup, ça m'a repositionné, ça m'a recontextualisé de l'endroit duquel je parle. Et ça m'a d'autant plus mis une claque en mode, ok, ça c'est juste un prisme sur le réel. Et en plus, je suis prisonnier de ce prisme sur le réel. Donc, non seulement ça m'a ouvert à d'autres possibilités, mais ça m'a aussi et surtout
amener la conscience qu'en fait, cette vision de voir le monde, c'est purement mon automatisme, c'est égotique et c'est pas du tout mieux. C'est même pas ouf en fait de voir le monde comme ça. Enfin, c'est pas mieux ou moins bien, mais c'est juste pas transcendant de me dire en fait, j'existe si et seulement si je fais et si je réussis. Si je fais et je réussis, alors je suis. Ah ouais, mais non, ça me va pas en fait non plus. Donc ça m'a moi-même permis de remettre l'église au milieu du village, de nuancer en fait cette vision du monde. Et du coup, ça amène plus de souplesse, quoi. Tout à fait. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a noté ? Que l'énéagramme offre un grand soutien dans la compréhension que l'autre ne fonctionne pas du tout comme moi. D'ailleurs, Tout à fait. on en reparlera parce que c'est le grand classique qui nous amuse beaucoup avec Kaamelott. C'est le centre mental et le centre émotionnel qui ne se comprennent pas. Mais c'est un des trucs que j'ai le plus envie de partager sur les relations, en tout cas sur YouTube et dont je parle souvent à des amis, on leur montre souvent cet extrait, parce que ça arrive dans sûrement un foyer sur deux, si ce n'est plus, en France et dans le monde. Si juste tu comprends ça, ça peut vraiment te sauver la Et parce qu'en fait, ils veulent tous les deux être en relation, mais ils parlent pas la même langue, quoi, bah non. En gros. Donc on fera une vidéo vraiment dédiée là-dessus. On reparlera de tout ça. En tout cas, si tu as des questions, des envies particulières de vidéos, des sujets que tu aimerais voir traités, mets-les-nous en commentaire, ça va nous nourrir et nous on a déjà quelques idées, mais balance tout ce qui pourrait t'aider et te rendre la vie plus douce et plus belle en relation avec ton ou ta partenaire et peut-être dans d'autres relations. Et dis-nous quel principe t'as le plus parlé et quel principe tu appliques déjà ou que tu aimerais un peu plus mettre en place dans ton couple, dans ta relation, dans toutes tes relations en fait. Et aussi avec Fabien, on a réalisé un atelier où en gros on répertorie les 13 pépites de 14. Parce que plus on avance en vidéo, plus il y a une pépite qui est rajoutée. Donc les 14 pépites qu'on a découvert et qui nous ont un peu fait waouh pendant nos 10 ans de relation et qui fait que ça fait 10 ans qu'on est en relation et qu'on s'aime. Ouais, tout est dit, on te mettra le lien en description. 14 pépites, il y en aura peut-être plus, peut-être moins, on verra. Mais en tout cas, on te partage dans cet atelier qui est full gratuit tout ce qui nous aide en fait, en mode... Je pense pas qu'un jour on vendra de formation sur ce sujet, j'en sais rien, je pense pas. C'est vraiment, on te donne tout sans filtre, tout ce qui peut t'aider à fluidifier tes relations, à renforcer le lien, à améliorer la qualité de tes relations, des relations plus sincères, plus authentiques, plus simples, plus tout ce que tu veux, moins prise de tête et tout. On te file tout, issu de notre expérience. Dans ce qu'on a dit dans cette vidéo, on va étirer la pelote de trucs concrets que tu peux mettre en place chaque jour. Donc vraiment, si ça te parle, je t'invite à aller voir parce que tu vas apprendre un sacré paquet de trucs. Nous, en tout cas, on s'est pété les dents sur plein de trucs et on a découvert un sacré paquet de pépites qui facilitent le quotidien, en fait, dans la relation. C'est ça, en fait, comme un petit bol de cacahuètes que tu peux comme ça déguster petit à petit et tester dans ta relation pour que ça soit plus fluide, plus épanoui et que chacun se sente bien, quoi. Délicieux. Sur ce, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu peux commenter, liker, blablabla. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt. Salut.